L'hérésie d'Horus. Une ère de tumulte la précéda, où pendant des millénaires Terra fut divisée, où ces seigneurs de guerre insignifiants se disputaient la suprématie. Ce fut l'ère des luttes, et la violence régnait. Puis l'empereur vint alors. Par sa volonté et la brutalité de ses armées de guerriers tonnerres, il amena l'ordre sur un monde chaotique, ne désirant rien moins qu'établir à terme la prééminence de tout le genre humain. Au premier rang de ses troupes, les gardes custodiens formaient une fraternité combattante sans égale, dont provenaient ses meilleurs généraux et meneurs d'hommes. Le plus grand d'entre tous, leur capitaine intrépide, se nommait Constantin Valdor. L'unité était inévitable. Les tyrans furent écrasés ou amenés à se soumettre, fondus dans un seul alliage sous une même bannière. Ainsi fut forgé l'impérium naissant. Une nouvelle ère venait de débuter. Alors que la longue nuit se dissipait et que diminuaient les tempêtes warp qui avaient isolé Terra des peuplades humaines éloignées, l'empereur tourna son regard vers la domination des étoiles. De nouvelles armées furent levées, plus fortes que les anciennes, les indomptables légions Space Marines. L'unité était advenue, et la grande croisade les appelait désormais. Avec cette introduction au 30e millénaire et à la pré-hérésie d'Horus, vous avez l'introduction parfaite à la série de vidéos lore qui vont suivre pendant quelques semaines, je l'espère, du moins si elles vous plaisent. C'est pour ça que je vous invite à les liker, les commenter, voire à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de savoir qu'elles vous plaisent et de me donner l'impulsion, l'envie de continuer. Car tu sais que les vidéos, ce n'est pas mon travail principal. Ça me prend beaucoup de temps, ça me donne aussi beaucoup de plaisir, mais c'est aussi du temps que je consacre en plus de mon activité de peintre pro de figurines. Revenons-en au lore. Le livre Valdor, la naissance de l'Imperium, comme son nom l'indique, traite de deux sujets passionnants et pourtant méconnus des joueurs de 40K, à savoir comment l'humanité en est-elle arrivée là, d'où vient l'empereur et d'où viennent les Space Marines et autres guerriers génaux améliorés comme les célèbres Custodes par exemple. L'univers de 40K est à la fois distant de notre propre univers, mais aussi étrangement proche par certains noms utilisés, et c'est d'autant plus vrai pour celui de 30K et des débuts de l'Imperium, quand on nous parle des plateaux himalaysiens par exemple, où l'empereur a fait raser et creuser les montagnes pour établir son palais sur des centaines de kilomètres. On nous parle aussi d'Albion, de la Myrique, en deux mots, irradié et dirigé par des milliardaires corrompus, de l'Africa désertique, et aussi de la Francia rebelle, il me semble, entre autres pays. À cette époque, l'empereur et l'humanité ne se sont pas encore lancés à la conquête de la galaxie. L'empereur est à la veille de devenir juste l'empereur de Terra, ce qui est déjà pas mal. Secondé par des personnages de première importance comme Malcador le Sigillite, Valdor, le premier et le chef des Custodes, et d'autres personnages moins connus comme la généticienne Astarté par exemple, qui donnera sûrement son nom au célèbre légionnes Astartes. C'est sur ce terreau fertile en complots, mensonges, en sciences génétiques et occultes, où les dernières volontés de liberté et de démocratie seront noyées dans le sang, que naîtra la vision de l'empereur pour l'humanité, l'Imperium. L'extrait que je vais vous lire aujourd'hui ne donnera pas pour l'instant la parole à des personnages de premier plan, comme ça sera le cas par la suite, comme Valdor par exemple. Bien qu'importante pour l'intrigue du livre et la suite malheureuse des événements, la grande seigneuresse Kandawire de la Lex Pacifica ne laissera que peu de traces dans le chaos de l'ancien monde mourant et la lumière naissante de l'Imperium. Pourtant, je vous demande d'être patient et attentif jusqu'au bout de cette vidéo, car cette introduction en forme d'enquête se montrera décisive pour les événements à venir. Extrait du chapitre 20. Vous avez déjà fait longue route, disiez-vous. Kandawire leva la tête vers lui, arraché à ses pensées, et lui adressa un sourire désabusé. Après tout ce que nous avons accompli, dit-elle, après tout ce que nous avons traversé,
J'espérais que nous aurions réussi à concevoir un engin atmosphérique qui ne m'aurait pas flanqué la nausée. C'est vous, hocha la tête, bien sûr. Les propos de la haute seigneuresse étaient incorrects. Il existait une profusion d'autres modèles qu'il lui aurait été possible de prendre, qui glissaient sur l'air sans presque aucune vibration, disposant de l'air conditionné et silencieux comme un murmure. Mais cela était cher et ostentatoire, et aurait attiré l'attention de n'importe qui au sein des centaines d'opérations de renseignement improvisées déployées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. En conséquence de quoi, la maîtresse de la Lex Pacifica, à la tête d'une bureaucratie de milliers d'individus, s'infligeait à elle-même des hauts de cœur à bord d'une carlingue remuante d'acier mal riveté. Un acte de dévotion admirable à la cause. Ce n'est plus très loin, dissez-vous. Kandawire redressa les épaules en arrière, en les pressant fort contre l'imitation cuir qui s'écaillait, et essaya d'accompagner les secousses. « J'ai lu votre exposé sur plaque, dit-elle. Aviez-vous quelque chose à y ajouter avant que nous y arrivions ?» C'est vous, finant de la tête. Pas vraiment. Je n'arrive pas à décider s'ils ont été négligents ou si c'est nous qui avons été minutieux. Vous avez été minutieux. C'est pour ça que je vous ai choisi. Ou ils ont pu penser, en partie à raison, que personne ne s'en souciait assez pour aller y voir. Oui, oui, dit-elle. Il y a de ça aussi. Pour la première fois, elle regarda dehors par son hublot, vers là où le ciel sombrait dans ce profond bleu océan, annonçant le coucher du soleil. Les étoiles perçaient déjà à l'est, des points infimes d'une lumière plus pure que toute celle produite sur ce monde abîmé. Je vous suis reconnaissante de vous être chargé de ça. J'ai conscience des dangers auxquels vous vous êtes confrontés. Sévou s'inclina avec gratitude. Ce fut fascinant, dit-il. Pour être honnête, il me semble presque disposer déjà de tout ce qu'il me faut. Votre rapport était aussi complet qu'à chaque fois, mais j'avais besoin de voir de vos propres yeux. Kandawire sourit. C'est notre défaut, n'est-ce pas? Elle se détourna du hublot. Même maintenant, cela n'a pas changé. Un voyant se mit à clignoter sur le panneau au-dessus des têtes, et l'appareil pencha en s'engageant dans sa phase d'approche. Les vibrations empirèrent. Quelque chose pourrait-il vous faire changer d'avis demanda Sévou. Beaucoup de choses, dit Kandawire. Je préférais me tromper. Les tremblements prirent un caractère rythmique, ponctuant leur descente vers une autre piste d'atterrissage dont le tracé poussiéreux se rapprochait de ce qui avait autrefois, de mémoire d'espèce, mérité le nom de civilisation. Vous ne vous trompez que rarement, dissez-vous. Ils n'accomplirent pas l'ascension de la montagne ce jour-là. Le temps pour eux de poser pied sur le terrain d'atterrissage de leur dernière escale, les projecteurs de sécurité du complexe brillaient à plein faisceau, et le soleil brûlant disparaissait derrière un ouest lointain, toujours ravagé par la guerre. Sévou escorta Kandawire dans les rues de son village temporaire. Une grille sale de blocs d'habitation préfabriqués en bordure de la piste, déposés par pont aérien 2 mois plus tôt, et arrimés les uns aux autres pour affronter les éléments. Le vent soufflait depuis les hautes escarpes à l'est et soulevait la poussière en spirale. Sévou avait revêtu un masque de protection, mais Kandawire semblait se contenter d'enrouler son châle autour de son visage, en se ramassant sur elle-même face aux rafales granuleuses. Les squads de sécurité qui vinrent à leur rencontre provenaient des troupes sous les ordres de Sévou, 12 soldats du 12e Servine de Yoyoda, retirés d'un régiment déployé en service actif 9 mois plus tôt de l'autre côté de la planète, et affectés depuis à des missions moins ardues afin de récupérer des hommes et des femmes professionnels. Mais les gardes du corps de Kandawire qui s'écartaient afin de couvrir le terrain d'atterrissage paraissaient dans l'ensemble plus menaçants. Sévou amena la haute seigneuresse à ses quartiers. L'une des unités d'habitation les plus grandes, vidée en hâte et dotée d'une unité radiateur en état de marche. Elle y jeta un coup d'œil et parvint raisonnablement à ne pas se montrer trop consternée. Puis, elle lui souhaita une bonne nuit, ferma les portes et vérifia 2 fois les équipes de sécurité. Lui-même ne dormait pas beaucoup après cela. Ses propres quartiers étaient exposés à tous les vents, et une fois que le soleil eut disparu, la température chuta. Il passa en revue son travail et tâcha d'ignorer les bruits que faisaient au passage les troupes armées qui patrouillaient le périmètre grillagé. Pour finir, il s'allongea sur son lit de camp affaissé, en fixant le plafond, en repensant aux dernières semaines de labeur et à tout ce que cela pouvait signifier ou ne pas signifier.
Graduellement, la lumière du jour se glissa à nouveau par les bords de ces stores. Et une autre journée s'était encore écoulée. En soupirant, il se remit debout, alla se rafraîchir à la vasque, et essaya de faire en sorte que son uniforme froissé lui fît un peu moins honte. Une tasse de recaféiné et une barre d'amidon plus tard, il retournait vers l'unité de logement de Kandawire, où il frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle lui sembla alerte et déterminée, fraîchement drapée dans ses longues robes qu'elle portait toujours. L'écharpe de nouveau arrangée avec soin, une écharpe bleu ciel cette fois-ci. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Mieux que vous, à vous regarder, dit Kandawire, en descendant d'un pas prudent les quelques marches en métal. Ils rejoignirent leur escorte, d'autres de ces soldats en armure de maille, et partirent franchir la porte et à bord d'un convoi de 6 camions pour monter vers les hautes terres. 5 étaient des transports de troupes Odion, lourds et renforcés par d'épaisses plaques de métal. Le leur était un véhicule civil converti pour le terrain accidenté, et par conséquent d'un inconfort qui les secouait jusqu'aux os. Le temps était sec et clair, toujours froid, bien qu'il se réchauffât vite. Le paysage rocheux s'étirait autour d'eux dans toutes les directions, nu et luisant sous les restes de rosée, d'un brun pâle comme de la peau. Devant eux se profilait leur destination. Impressionnant, dit Kandawire, en abaissant ses lunettes teintées, afin d'épier par-dessus. L'endroit possède une certaine atmosphère dramatique, en tout cas. La remontée était longue par les pistes de terre. Des sentiers à peine utilisés, sinon parce qu'il restait de vieilles bandes de contrebandiers. Des buissons s'accrochaient au bord, leurs feuilles noires et éparses. Le goût des radiations se discernait encore, et aromatisait l'air comme des épices renversées par terre. Devant eux, il se dessinait. Sa double cime, une étendue de relief comme une vague blanche. De l'autre côté de ses épaules se déroulaient les versants du Caucase inférieur, coiffés de neige et battus par les vents. Mais sur cette face-ci, il n'y avait rien que davantage de terre désolée. Le mont Ararat. Depuis les premiers jours de l'humanité, un nom consigné et effacé sur un millier de palimpsestes sacrés, tous désormais proscrits et destinés aux incinérateurs. « Il n'y a rien ici, dissez-vous en s'accrochant pour résister au mouvement du transport. Aucune raison de se battre, je ne comprends toujours pas. »« En réalité, si, dit Kandawire. De l'autre côté de cette chaîne, à quelques centaines de kilomètres, il y a un empire, responsable de la mort de toute une armée. Nous l'y avons envoyée. Elle n'en est jamais revenue. » Sévou la regarda, stupéfait. « Vraiment ? demanda-t-il. Il s'y trouve encore à l'heure qu'il est. Kandawire donnait l'air de prendre plaisir à lui exposer tout ça. Ces jours sont comptés, bien sûr. Comme pour tous ces endroits, leurs jours sont également comptés. Nous y allons envoyer une autre armée, un jour. Tout est question de bien choisir le moment. C'est donc un avertissement qui s'y produit ici, dissez-vous prudemment? Une démonstration de force? Je ne pense pas. Je pense que le symbolisme était plus important. Kandawire se frotta les coudes pour faire circuler le sang. Les chaos et les bosses devenaient plus marqués. Mais d'une certaine façon, il a toujours été question de force, du début jusqu'à la fin. La question que nous devrions nous poser est, de quel genre de force exactement? Et vous avez la réponse à ça? J'ai une réponse pour tout, dit Kandawire. La bonne, j'espère. Certainement. Il grimpait à présent plus en altitude, empruntant les virages en épingle au-dessus des profonds défilés. Il se mit à faire plus chaud à l'intérieur des transports, alors que l'astre se hissait en même temps qu'eux, dissipant les dernières brumes et faisant vibrer l'air. L'atmosphère devint plus rare et mit les moteurs à la peine. Il fallut plusieurs heures de secousses et d'emballements sur le terrain inégal, avant qu'enfin, la hampe étroite du javelot de géolocalisation que Sévou avait laissé ficher en terre se présenta en vue. Les transports s'arrêtèrent, fumant sous l'éclat du jour. Un par un, les gardes débarquèrent, en observant prudemment autour d'eux. Sévou se laissa descendre à terre et offrit une main à Kandawire. Puis ils marchèrent, les membres raides, en dépassant la lance haute d'1 mètre vers le massif derrière. Des fanions claquaient de partout, pris dans la forte brise. De longues tranchées avaient été creusées en travers de paysages, profondes de 2 mètres et déjà envahies de neige. Les ouvriers restaient en petits groupes pour affronter le vent mordant. Certains d'entre eux laissaient voir de fines bandes de peau à nu, sous leur enveloppement protecteur. Certains autres arborant des augmentiques qui brillaient. Ils se déplaçaient lentement, humains comme serviteurs, moitié par nécessité de prêter une grande attention à ce qu'ils faisaient.
Kandawire étudiait la scène, en gravissant tout ce temps les cailloux qui luisaient de givre. Sévou l'accompagnait, prêt à lui offrir son bras si on en avait eu besoin. L'air froid lui donnait déjà mal à la gorge. L'endroit était bien choisi, dit-elle, en regardant d'un côté, puis de l'autre. En haut vers les falaises qui les dominaient, en bas vers la longue route serpentine qui les avait emmenés ici. Je ne suis pas une soldate, vous en avez bien conscience. Certes, dit Sévou. Elle lui sourit dans un éclat de dents blanches. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça ici. Sur un site naturellement enclavé, très en altitude, les engins volants allaient avoir de difficultés à évoluer ici, n'est-ce pas? Mais ils offraient un large décor où une armée ou 2 armées pourraient se retrouver pour un affrontement en règle. Elle respira profondément. Elle posa les mains sur ses hanches et s'arrêta de marcher. C'est donc ici que ça s'est produit. Sévou continua d'avancer. Je voulais vous montrer ce qu'il y a là-bas, dit-il. Ils trouvèrent un trajet à suivre entre les sapes, surveillés tout ce temps par leur chaperon. Kandawire commença à s'essouffler. Ce n'était pas son élément naturel, et son escorte se resserra au cas où elle eut besoin d'assistance. Ils eurent bientôt laissé les tranchées derrière eux, une par une, emplies de leurs objets abandonnés sous une couche de gravillon. Le pépiement du binaire employé par les serviteurs s'effaça, et ils se retrouvèrent en marge du site, là où la plaine commençait à se fracturer en paliers de roches étagés. Quelques centaines de mètres encore, et le terrain chutait de nouveau à pic, par marches successives, baignées dans les nuages. Sévou s'accroupit près des rabats d'une toile tendue, retenue par des sardines, en relevant sa visière ce faisant. Kandawire vint auprès de lui, et il perçut une nuance de parfum, une odeur urbaine que l'on portait dans les cités grandissantes du sud-est, rien d'indispensable à emporter avec soi sur ces terres désolées. Il releva soigneusement les voiles de plastique protecteurs, en remarquant comme la rosée s'accrochait à la terre en dessous. Les objets qu'il releva étaient petits, rien que des fragments d'ensemble, des shrapnels et des débris. Il tendit la main vers l'un d'eux, qu'il ramassa soigneusement et retourna sur sa paume. « Nous en avons beaucoup de ceci, dit-il en le tendant au Kandawire. Elle le prit et le leva à la lumière. « Raptor impérialiste, dit-elle, en plissant les yeux. Ses doigts frottèrent la poussière accrochée à l'émail, révélant le motif de l'insigne. Une tête d'aigle entourée de 4 branches d'éclairs. L'insigne retint ce regard pendant longtemps. « Je m'étais prononcé contre cet emblème, fit-elle d'un air songeur. Je leur avais dit qu'ils convoyaient le mauvais message. Nous étions des bâtisseurs, pas des destructeurs. Un aigle ne construit rien d'autre que sa propre aire, et la foudre ne fait que ravager les choses. Une des nombreuses discussions que j'ai perdues. Ils cherchaient à transmettre une idée différente. Les morceaux d'armure sont mélangés. Certains répondent aux analyses comme un composé céramique, quelque chose de très solide, résistant à la chaleur. Je n'en avais jamais vu de tel. D'autres pièces sont en métal, acier, même du fer. Et puis, il y a les plus rares de toutes. Nous n'arrivons même pas à les soumettre à l'analyse sans que nos instruments se cassent. Certains de ces fragments sont encore chauds au toucher, et à tout point de vue, ils ressemblent à de l'or, dit Kandawire, en se remettant sur ses pieds et en rangeant l'insigne sur elle. De l'or qui ne se ternit jamais, qui résiste à toute flamme. Ce n'est pas vraiment de l'or, cependant, il y ressemble seulement. J'en ai encore beaucoup à vous montrer, dit Sévou. Combien sont morts ici? Sévou marqua un silence. Des milliers, des dizaines de milliers. Et il y en a plus que nous pouvons en compter. Kandawire hocha la tête. Ses doigts enveloppés dans ses gants en drap se resserrèrent. Vous n'aurez pas à le faire. Je veux que vous soyez partis d'ici 2 jours. Je veux que tout soit démonté et le campement démantelé. Mais nous n'avons pas... Tout ça est dangereux. C'est vrai ce que l'on dit, le sol ne ment pas. Elle repartit, la démarche raide, trahissant son manque de préparation physique. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, annonça-t-elle. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune idée du pourquoi, lança Sévou derrière elle, en la regardant partir. Vous avez lu le rapport? Tout ça paraît insensé. Kandawire continua de marcher. Ça n'a rien d'insensé, dit-elle en progressant au milieu des débris de combat à moitié gelés. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, intervala-t-il? Ce n'est pas non plus le début, fit-elle en marmonnant. Ça ne fait que continuer. Ce n'est qu'un souffle, c'est vu, un massacre de routine, une des occupations ordinaires de l'humanité. Nous n'en avons pas fini d'en voir.